Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait bout. C'est tout simple, c'est une baignoire, on a ouvert un robinet, et qu'est-ce qui coule? C'est les déchets nucléaires. Et les déchets, ils y vont. Et la baignoire, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte tellement qu'un jour, elle a fini par déborder. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis les années 1980, mais surtout depuis Bure? On amène un seau, une éponge, une serpillière, et on est en train de prendre ce qui est par terre pour mettre dans le seau. Mais pendant ce temps-là, le robinet, il continue de couler. Hein. Nos centrales, elles continuent de tourner, elles continuent de tourner. Bon, ces déchets, on en fait quoi? À quoi ça sert en vrai? Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie du bébé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer les pavés. Bah ici le coin c'est tout l'est de la Lorraine, hein, au contact des Vosges, de la Moselle, pas très loin de l'Alsace, mais on en est loin au niveau développement économique. Hein. L'activité ici c'est l'agriculture, l'élevage, la production laitière, et puis sinon ce qui marche bien c'est les hôpitaux, les maisons de retraite. À Blamont c'est ça, hein, l'activité c'est hospitalier, et puis la production agricole. Des usines. Il y avait surtout Bataville, là, qui était pas loin, où ils construisaient des chaussures, enfin où ils fabriquaient des chaussures. C'était un petit peu les seuls, comment dire, les seuls sites industriels où l'habitant moyen pouvait espérer avoir un travail salarié, on va dire. Voilà. Mais bon, maintenant, c'est complètement... il n'y a plus rien de tout ça, quoi. Bataville, ça n'existe pratiquement plus. Les usines qu'il y avait à Blamont, voilà, moi je ne les ai même pas connues. Les faïenceries de Badonviller, tout le secteur, c'est, on va dire, sinistré, grave, économiquement. Donc les gens ici, on va dire que c'est des ruraux, puis quelques personnes qui bossent à Nancy, quoi. Ou dans les bassins un peu de population citadine, comme Lunéville ou Sarrebourg. Voilà. Donc je ne sais pas si ça présente assez le secteur, en même temps moi je suis pas tout à fait d'ici. Et au bout de 30 ans on voit quand même un petit peu comment sont les gens. Hein. On parlait de déchets A, voilà, point final, lag, soulaine. Un jour on découvre qu'il y a aussi des déchets B. Et puis des déchets C, et puis des déchets TFA, et puis des déchets FAVL, et puis des déchets... On a l'impression que c'est comme le chapeau d'un magicien, c'est un peu l'image de Landra qu'il est censé en ce moment, et puis vous sortez, on sort un fût, puis derrière le fût, il y a un coup de baguette magique, ou tragique plutôt, et bien il y en a plein qui sortent derrière, et on a un tas de catégories de déchets radioactifs sur les bras, qui ont des caractéristiques différentes les uns des autres, enfin c'est un maelstrom invraisemblable, et donc... On découvre en 2008, donc, quelqu'un nous téléphone, nous, et associatif, et nous dit « Savez-vous que le problème des déchets FAVL, donc une nouvelle poubelle qui est recherchée pour ces déchets-là, savez-vous que ça ressort ?» Aujourd'hui, il reste pas grand-chose. Beaucoup d'anciens. Quelques couples de jeunes. Avec qui on a réussi à tisser un petit peu des liens, des réseaux. Et puis sinon pour la culture, il faut aller en ville. Est-ce que tu veux que je monte mon journal peut-être, non, Évoculeur Pop? Ouais, tu peux le montrer. Hein? Je peux le montrer, ouais. Je vais essayer d'en trouver
verre avec une couverture un peu trop nulle. On avait là, non? Dans l'endroit où j'habitais, ça me paraissait tout de suite un endroit un petit peu adéquat pour créer une association culturelle qui ferait un peu de musique, d'écologie, d'édition, enfin un truc un peu ouvert, un peu à tous les projets, les idées qu'on a, qui iraient un peu dans le sens du réveil culturel du milieu rural. Donc c'est un petit peu ça l'objet de notre association qui s'appelle Delirium Pamas. Et on arrive à réunir 700 membres à peu près à notre siège chaque année, sans aucune publicité, rien que par notre organe des membres, donc qui s'appelle Revoculeur Pop, qui est donc un journal qu'on édite 3 fois par an, qui fait à peu près une vingtaine de pages à chaque fois, avec les activités de l'association, après toujours un petit peu des informations sur l'écologie en général, comment se passer un petit peu d'énergie. Là, on a fait des trucs sur les gaz de schiste, sur Fukushima, un peu tout ce qui risque d'intéresser nos membres, mais qu'on peut parler, et que donc nous, on a un petit peu un rôle d'information parallèle, je dirais, pour nos membres, et puis aussi pour les gens qui s'intéressent, quoi. On découvre un projet qui nous arrive alors que personne n'est au courant. Première chose que nous faisons, nous nous mettons au cœur du projet du côté des citoyens. Nous téléphonons tout de suite à l'ANDRA en disant qu'est-ce que ça veut dire. On apprend que, et là, nous, c'est pas nous, on n'est que le bras armé, il faut téléphoner à l'autorité de sûreté nucléaire. Autorité de sûreté nucléaire, on ne peut rien dire, d'accord. On téléphone donc au ministère de l'Industrie et de l'Environnement. Ça a duré toute une journée tout ça, hein, et on n'a toujours pas de réponse. On obtient simplement une chose, c'est que l'ANDRA a envoyé un dossier de candidature, on va l'appeler comme ça, à 3115 communes en France, réparties sur 20 départements. Donc les mairies ont reçu un beau document, ok, et on n'en sait pas plus. Quelques jours plus tard, on a la chance, mais ça c'est 20 ans de militantisme, on a la chance qu'il y ait un maire de ces 3115 communes qui nous envoie le dossier qu'il a reçu en disant voilà ce que l'ANDRA vient de m'envoyer, vous y connaissez mieux que moi, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et donc on épluche ce dossier-là, et là on se rend compte de 2 choses majeures. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 choses majeures. La première, c'est qu'on ne parle essentiellement que d'avancées, de potentiel, d'avantages, on va traduire comme ça, d'avantages économiques. Voilà, vous allez avoir, ça va vous faire de l'emploi, ça va vous faire une rente financière intéressante, on ne dit pas combien, mais on sous-entend qu'il y a quand même ce qu'il faut. Donc ça c'est l'aspect, les avantages. En Moselle, à Bricourt, voilà, c'était la date qu'on cherchait. C'était le 28 octobre 2008. Ben, le projet, c'était de trouver un site de stockage pour les déchets à faible activité vie longue, FAVL. Et donc l'ANDRA, qui est l'agence qui a la mission de gérer les déchets radioactifs français, avait répertorié un peu plus de 3000 communes, dont la géologie permettait d'accueillir un site de ce style-là. Donc à Bricourt, qui avait reçu la proposition, avait d'abord répondu oui. Et le deuxième point, c'est que le dossier est pipé. Parce qu'on vous parle de quelques radioéléments dans ces déchets FAVL, mais on vous parle que, oui, mais ça, ils ont 3000 ans, 30 000 ans de toxicité. Pas du tout. C'est la demi-vie, la période radioactive. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 10. C'est des terres, c'est du béton, c'est des déchets en radioactivité assez faible, comme leur nom l'indique, mais en volume énorme. Quand on commencera à démanteler des centrales, voilà, l'essentiel des bétons ou des ferrailles seront des déchets faiblement radioactifs, donc prendront des volumes incroyables qu'il va falloir mettre quelque part, ou on ne sait pas.
Bon, quand même que le drapeau il vole quoi. Le flag, je vais mettre le petit V avec. Hop là. Par hasard, je dirais, on a pris donc Havricourt, donc une commune qui est genre à 6 km d'ici, était candidate pour accueillir un centre donc d'enfouissement des déchets faiblement radioactifs mais à vie très longue. Donc Villongue, ça veut même rien dire, c'est plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'années. Pour la plupart des gens, ça veut rien dire quoi. Villongue, c'est passé vivre plus de 100 ans, c'est déjà une Villongue. 300 000 ans ou plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Landra nous parlait d'assurer la sécurité du site là, pendant 1000 ans. Quand on voit ce qui s'est passé en 1000 ans, L'information avait été distribuée donc uniquement aux habitants de la commune d'Havricourt, le mardi. Et il y avait donc la réunion d'information le lendemain, le mercredi soir. Et le conseil municipal devait se réunir le vendredi, donc 4 jours après, pour décider de la chose. Donc mardi, on est au courant les gens d'Havricourt. Mercredi, une réunion, pseudo-réunion d'information avec quelqu'un de Landra qui vient expliquer à tout le monde que c'est vachement bien et que ça va rapporter de la thune et que c'est l'avenir et tout ça. Et le vendredi, le conseil municipal se réunit et ça y est, tout est classé, c'est réglé et ça y est, on a droit à notre centre d'enfouissement et c'est parti pour des années de pollution et de machin et tout. Donc nous, quand on a appris qu'il y avait ce genre de réunion qui se passait et que ça allait se décider très très vite comme ça, on a tout de suite mobilisé un peu tous les gens qui étaient un petit peu dans le même esprit que nous. Et on s'est donné rendez-vous donc à la réunion à Havricourt le mercredi soir. Et donc le gars de Landra était là, il faisait un peu son travail. Mais bon, il nous avait pas envoyé le meilleur, je veux dire. La réunion s'est bien passée, il y a eu du débat, plein de questions auxquelles les réponses étaient un peu évasives comme d'habitude. Et entre-temps, moi je pensais que c'était quand même important un petit peu que les élus des autres communes autour s'investissent aussi et prennent des positions, parce qu'il n'y a pas que la commune d'Havricourt qui est concernée par un problème comme ça, tu as toutes les communes autour, tu as tous les transports de déchets, de machin, ça concerne on va dire le département entier, un truc comme ça, même la France entière. Quoi. On a envoyé des courriers à la mairie, à tous les maires des communes d'à côté qui débarquaient aussi, qui n'étaient même pas au courant, même la communauté de communes à laquelle appartient Havricourt ne savait pas qu'une commune avait postulé pour ça. On attaque souvent les députés et les sénateurs qui sont dans des sphères, dans les tours d'ivoire souvent, ou quelquefois. On attaque aussi les élus locaux, conseillers généraux, etc., qui peut-être sont un peu trop aussi de la réalité. Là, on est quand même sur des conseillers municipaux, c'est-à-dire c'est des gens du terroir. Et même ces gens-là, ils plongent, quand on leur amène devant eux, sur un plateau, de l'argent et de l'emploi. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement les populations qui ont un projet chez elles et qui s'informent, et bien après elles se prennent en main, elles créent des associations, elles sont très imaginatives pour trouver des actions si les élus ne veulent rien entendre, et résultat, on arrive à un résultat, c'est-à-dire votre projet ne tient pas la route, on n'en veut pas, on bloque le processus. Donc ça, c'est extrêmement encourageant, j'allais dire, au niveau citoyenneté, ce qui ne résout pas le problème, bien entendu, des déchets nucléaires FAVL, ça c'est une autre chose.
Donc du coup, nous, bon, on a moyennement confiance dans nos élus, on va dire. Donc là, on les a prévenus que de toute façon, on allait mobiliser les opposants devant la mairie d'Avricourt et qu'on serait là quand ils prendraient la décision et que même il y allait avoir 1 ou 2 opposants dans la salle pour être bien sûr qu'ils vont bien prendre cette décision-là et que le mieux c'est de prendre cette décision-là en entrée de conseil municipal parce qu'en général quand ils prennent des trucs comme ça c'est à la fin du conseil. Donc on est là à attendre dehors dans le froid, machin, tout ça. Alors là on leur a demandé de le faire tout de suite pour montrer que effectivement la décision était pérenne et était ferme, quoi. Donc ils ont démarré tout de suite par cette réunion, enfin cette prise de décision-là, et nous on était dehors, voilà, on a compris que pour une fois, c'était nous qui gagnions, quoi. Ça nous a fait un peu chaud au cœur quand même, parce que d'habitude c'est un peu l'inverse, quoi. Mais bon, on garde la foi, hein, nous. Bon. Le gouvernement a dit bon ben on ne retient plus que 2 communes, donc c'était dans l'Aube, qui s'appelle Ausson et Parler-Chavanges, et ces 2 communes, pareil, ont créé, les citoyens en majorité ont été contre le conseil municipal, contre leurs élus, contre les décisions des élus, et ont donc créé ces associations, ont fait des manifestations, ont fait des pétitions, ont fait enfin du travail de citoyens. Et résultat, ces 2 communes, les conseils municipaux, ont retiré eux aussi leur candidature. Et donc, ce qui fait que l'État, et c'est bien une des rares fois en France, c'est pas la seule dans le domaine nucléaire, mais c'est une des rares fois en France, au moins dans cette époque contemporaine, où l'État se retrouve gros gens comme devant. Quelques mois avant, on avait réussi à empêcher Veolia de construire un centre d'enfouissement technique, là, une décharge d'ordures ménagères. Ça a duré bien 2 ans, pareil. Le projet débarque sur un terrain privé en pleine forêt, quoi. Hein. Donc les riverains, c'est vrai que c'est le syndrome, pas dans mon jardin, quoi, mais pourquoi recevoir 200 000 tonnes de déchets alors que le territoire en produit 10 000 en une année, bon. Et puis depuis, ça a fait pas mal avancer les gens aussi. Tiens, voilà le camion poubelle. Il y a beaucoup plus de sacs de tri que de déchets ultimes. Ah, les déchets, on se pose assez peu de questions dessus. Et pourtant... Alors pour que le maire d'Avricourt 57, avec mesdames et messieurs les conseillers municipaux, trouve la lumière qui éclairera leur vote ce soir, il n'y a pas que la lumière nucléaire, d'autres lumières existent, prions. Pour qu'ils n'aient pas à regretter leur vote, pour eux, leurs enfants, leurs voisins, prions. Pour qu'ils ne se voient pas contraints d'abandonner leur mandat après avoir trahi ou insuffisamment concerté les citoyens d'Avricourt et des environs, prions. Pour qu'ils ne se laissent pas abuser par l'appât, ô combien alléchant, de l'argent facile mais empoisonné, prions. Pour qu'ils envisagent d'autres pistes, certes plus complexes, mais bien plus sensées, pour sauver de la misère une commune sinistrée en milieu rural, prions. Pour qu'ils ne se laissent pas abuser par les propos se voulant rassurants, mais malheureusement pas très objectifs pour cause d'un marchand de poubelles nucléaires, prions. Pour qu'ils acceptent d'entendre aussi les cris d'alerte de ceux qui ne croient pas, sur parole, à l'absence de danger, aujourd'hui et pour les 100 000 ans à venir, prions. Pour qu'ils soient éclairés sur d'autres perspectives de développement de l'économie en milieu rural, prions. Le monde rural n'est pas condamné à se développer autour de poubelles qui nuisent gravement à son image, à son avenir. Et ce texte est dédié aussi à la mémoire de Sébastien Briard, militant pour l'abandon du nucléaire, qui a laissé sa vie sur les voies ferroviaires d'Avricourt, happé par le train de déchets nucléaires roulant à trop grande vitesse pour rattraper son retard. Et c'est signé vos concitoyens respectables.
ferrée passer là, ouais. Ouais, donc là, c'est chez moi. La gare de Luméville. Construite par le génie militaire français vers 1883, je crois. Et c'est un merveilleux terrain de camping. Il y a plein d'animaux et peut-être que bientôt il y aura une voie ferrée qui partira de Bure et qui évacuera les gravats du site d'enfouissement pour aller les emmener quelque part, pour aller reboucher un fond de vallée qui sert à rien évidemment. Et ensuite la même voie ferrée, peut-être qu'elle sera reconvertie en TER en même temps et qu'elle ramènera les matériaux de construction pour fabriquer le site de l'endroit. Et bien entendu, si cette hypothèse se vérifiait, mais en fait on l'a déjà entendu de la part de Jean de Landrin, donc c'est pas moi qui invente ça comme ça, et on serait sollicité pour revendre la gare de Luméville et avoir un petit peu d'argent, un petit peu ou beaucoup. Mais sauf que le problème là-dedans, c'est que la gare de Luméville, c'est des ruines avec des arbres et de la pelouse calcaire, et que nous, ça nous plaît vachement tel que c'est, quoi. Et j'ai pas besoin de plus. Hein. J'ai pas besoin de grands projets d'avenir pour la gare de Luméville. En dernière course, ça se passera au bras de fer, quoi. Comme partout. Il était une fois en pays de Famenne, Marche, Marraine et autres lieux, un champ de roses qui faisait la pause dans la nonchalance d'un printemps qui tétait encore le soleil. Les roses faisaient leur métier de roses, et quelques-unes, lorsque le soleil était au zénith, se mirent à s'ouvrir. Quand un zoologue incompétent qui s'était trompé de microclimat acheta pour 4 milliards de léopards, confondant un peu dans sa petite tête l'intérêt public avec son propre intérêt, et celui de quelques planteurs d'arbres à canon. Les léopards du zoologue se mirent à tout dévorer sur leur passage. Les léopards sont voraces, c'est le combat des voraces contre les coriaces. Ils dévorèrent 3200 hectares de bois et de blé, et les roses eurent beau sortir leurs épines, le zoologue promoteur ordonna à ces léopards la destruction totale du zoning naturel des roses, et en racontant cette histoire, un peu que le cœur ne me fend. Alors, la famenne chauve oublia qu'il y avait des arbres et des roses sur son sol. Après l'homo faber vint l'homo sapiens, après l'homo sapiens vint l'homo léopardus, et les horticulteurs régionaux mirent en berne le drapeau de l'amour et décapitèrent le tartuffe démocratique. Regarde, c'est ça le contraste, il est génial. Ça, c'est là où vivent les gens. Voilà. Les deux petites lumières. Là, c'est le cimetière de déchets et là, c'est le monde des vivants. Le CEA, en 1981, arrive un jour dans un département qui était certainement prédestiné parce que ça s'appelle la Creuse. Alors donc, avec un nom comme ça, ils ne pouvaient pas tomber à côté. Et donc, les gens voient arriver des foreuses, se questionnent, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, leurs élus se questionnent aussi, et quand ils découvrent un petit peu qu'on veut enfouir les déchets nucléaires, les gens se rebiffent. Il y a des vraies jacqueries, et résultat, l'État, on va l'appeler comme ça, est obligé de faire marche arrière, et le projet capote. Sauf que les déchets restent quand même sur les bras et continuent de s'accumuler, puisqu'on se lance de plus en plus dans ces années 70-80
90, on se lance dans une fuite éperdue dans l'énergie, électricité nucléaire. Donc les montagnes s'accumulent. Et donc l'État se dit quelques années plus tard, il faut absolument qu'on retrouve, non pas une autre solution, ce qui aurait été intelligent, mais un autre site. Et on arrive donc en 1987. Et 1987, 4 départements sont ciblés. De mémoire, l'Ain, l'Aisne, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire sont donc ciblés pour cet enfouissement. Et là encore une fois, les foreuses arrivent du jour au lendemain, les gens ne sont pas du tout informés, les élus non plus, les gens se renseignent, les populations se renseignent, d'où l'utilité, j'allais dire, incontournable des populations, quand même c'est eux qui vivent sur place, on les informe pas du tout. Donc une fois qu'ils arrivent à avoir un peu d'information, là encore des jacqueries, un peu partout dans ces 4 départements, 1987, 1989, 1990, et en 1990, les jacqueries montent tellement que le gouvernement de l'époque dit bon stop, on arrête les dégâts, on arrête le projet. Donc pour au moins la deuxième fois, le projet capote. Et là, pour la première fois en France, on se dit on va réfléchir à la question en faisant une loi. Et c'est la première fois qu'on voit une loi sur le nucléaire en France. Et on voit une loi, c'est intéressant au niveau démocratique, on voit une loi uniquement parce que le projet coince. Si le projet n'avait pas coincé, il n'y a pas besoin de faire de loi, on se fiche des députés élus, on se fiche des populations locales, c'est clair, c'est net. Donc cette loi est votée fin 1991, la loi dite Bataille, du nom du député, et M. Bataille ensuite il part avec une petite valise dans les départements de France et il cherche des volontaires. Fin 93, il fait un rapport au gouvernement en disant voilà, j'ai trouvé un certain nombre de volontaires, une petite vingtaine, sauf que quand il dit que ces départements-là sont volontaires, non. Qui est volontaire? Les conseils généraux qu'il est allé voir. Et à qui il a amené sa petite valise? Il a ouvert sa petite valise avec un laboratoire scientifique, c'est quand même joli, pour les territoires, avec de l'argent, avec de l'accompagnement économique, avec de l'emploi, ça aussi, électoralement parlant, c'est quand même intéressant. Donc c'est avec tout ça que quelques conseils généraux ont accepté donc le deal, ont accepté ce laboratoire. Et donc l'État, début 1994, décide de retenir 4 départements qui sont volontaires par leurs conseils généraux, donc la Meuse, la Haute-Marne, qui sont limitrophes, et puis la Vienne et le Gard. C'est comme ça que Bure est arrivé. Donc c'est important de le dire que Bure n'est pas arrivé de manière anodine. Et ce qui est même important, c'est de dire que dans les années 80, quand l'État a voulu faire le premier site d'enfouissement, ce qui est intelligent, l'État s'est tourné vers le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, pour leur dire « tracez-nous une carte en France ». Quels seraient les sous-sols qui seraient susceptibles de piéger cette radioactivité pendant des temps indéfinis. Le BRGM trace une carte de France, et dedans, il n'y a pas Bure. Donc ça montre bien qu'en 1980, on va dans certains territoires, 1990, on y va dans des autres, qui sont toujours sur cette fameuse carte, et comme manifestement ça coince, après on va dans des territoires, et Bure n'est pas anodin non plus, dans le sens où on est notamment dans un désert démographique. Donc évidemment l'Andrax s'était fait virer de 4 départements avant, on peut dire au moins à 2 d'entre eux, Manu Militari. C'était vraiment l'aubaine, donc dès les premiers jours de 94 ils étaient là. Et il y a une lettre du ministère de l'Industrie qui disait au préfet vous faites tout pour favoriser l'implantation de l'Andra. Donc l'Andra a été jusqu'à mettre des chiffres faux dans ses rapports, notamment le dossier 2005 Argile, qui n'est pas n'importe quel dossier, parce que c'est celui officiellement sur lequel se base la décision de la loi du 28 juin 2006, qui choisit Bure. Hein, c'est un choix technique, c'est un choix géologique. Hein. Bon, là-dedans, par exemple, ils donnent un gradient de 2,2, alors que le seul forage profond qu'ils avaient, qui était à Sirfontaine, le HTM 102, un forage qui était fait au passage 94-95, le premier forage qu'ils ont fait, ils ont un gradient de 3%. Moi j'ai le rapport de forage, les opérateurs, ils disent gradient de 3%, tout à fait normal. Tu peux traduire? Gradient. Ah pardon, gradient, alors c'est que la température monte quand on va vers le centre de la Terre, et elle monte avec un gradient de à peu près 3 degrés tous les 100 mètres. Ils étaient un peu coincés parce qu'ils se sont fait virer, notamment c'est dans les Deux-Sèvres, je crois. Dans les Deux-Sèvres, je crois qu'il y avait 400 CRS d'un côté, 200 tracteurs de l'autre, équipés contre les lacrymogènes, hein, parce qu'ils savaient quoi.
Et c'est là que Rocard a tout arrêté. Mais ils rigolaient pas, quoi. Et quand ils ont voulu retourner dans les Deux-Sèvres, il a essayé Bataille, hein. Il a essayé de retourner dans l'Aisne. C'est pas loin l'Aisne d'ici, à côté de Reims, à Montcornet. Ils avaient déjà fait 2 forages profonds à Montcornet. Donc ils étaient déjà bien avancés. Ils avaient fait 2 fois plus de géophysique qu'à Bure au bout de 4 ans, là-bas. Mais dans les Dombes, c'était pareil. Il y a les marchands de poulets qui leur ont dit, voilà. Revenez un peu nous voir, vous autres les géologues. Venez sur notre terrain. Vous repartirez avec les plumes et le goudron. Ils n'ont pas pu retourner là-bas, donc il a fallu trouver un autre endroit. C'est Bataille, ça, qui a choisi le site. Hein. C'est les élus. Hein. Et qui spécifie que le choix d'un terrain d'enfouissement ne dépend pas tellement des conditions techniques trouvées dans la roche, mais plutôt de l'habilité des habitants à le recevoir. À mon avis, la manière de créer de l'emploi et de la richesse rapidement, pour un nombre d'élus ou de personnes qui vont pas chercher trop loin, et ça reste l'industrie, quoi. C'est-à-dire qu'on s'imagine encore que l'industrie va pouvoir créer, même à la campagne, de toutes pièces, dans des coins où il n'y a personne, de l'emploi et de la richesse comme ça, quoi. Qu'il suffit de mettre une usine pan au milieu des bois et que ça va fonctionner. Alors le site de Bure était donc pendant très longtemps un laboratoire de recherche souterrain et où il y a eu des études puisqu'il y a eu des forages, il y a eu une galerie, après ce qui est fait à l'intérieur et au sous-sol, ça c'est autre chose. Et là donc 2006, les parlementaires, députés et sénateurs ont acté que la solution de référence, on va même dire, serait l'enfouissement. Ils ont même dit que ce site d'enfouissement ne pourra se faire que sur un site où il y aura eu un laboratoire. Voilà. Et on n'entend jamais parler de Bure. De tout le texte de loi, on peut tout fouiller, on peut regarder toutes les phrases les unes derrière les autres, on ne parle jamais de Bure. Donc on voit comment on présente un petit peu le sujet. Donc c'est où il y aura eu un laboratoire. Comme il y en a eu qu'un en France, le choix est vite fait, bien entendu. C'est donc le 28 juin 2006 qu'on découvre officiellement que le laboratoire n'était pas un laboratoire, mais se transforme bien, ce que nous dénonçons depuis le début, c'est bien un centre d'enfouissement de stockage géologique, ce que l'ANDRA ensuite a appelé un CIGEO, Centre industriel de stockage géologique. Ce qui fait qu'à mon avis, CIGEO est là, et ce qui fait que les éoliennes de GDF et de Suez sont là, c'est qu'il y a de la place, qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour contester, et que les gens qu'il y a, de toute façon, sont contents qu'il y ait un peu d'argent qui tombe. Et ensuite, que ce soit une usine de ci, de ça, de pièces détachées de centrales nucléaires, que ce soit des éoliennes industrielles qui fabriquent du courant pour qu'on l'exporte, ou que ce soit un site d'enfouissement de déchets nucléaires, ça fait pas une grosse différence, quoi. C'est simplement qu'il y a eu l'opportunité d'installer un truc là où il y avait 6 habitants au kilomètre carré, ou 7, ce qui est la densité en gros du canton de Montier, quoi, là où se situe le village de Bure. Et finalement, on se retrouve dans un canton où les services publics sont réduits au minimum. Au niveau de l'urbanisme, il n'y a rien qui est réellement pensé. Au niveau de la ruralité, non plus. Qu'il n'y a pas d'assainissement collectif. Qu'il n'y a pas de déchetterie. Et qu'ils vont se retrouver avec un site d'enfouissement de déchets nucléaires dans un bled où en gros le service public se limite à l'arrivée du courrier postal et au ramassage des poubelles, quoi. C'est... quand on s'aperçoit de ça, ça fout un peu la trouille, quoi.
que dans le cadre, ça comprend plus 3 cm, quoi, tu vois. Que le mur fini, il arrive là. 3 cm à partir de la pierre. Voilà, au moins. Nous, au sein de Cœur Zone Libre, au sein de cette maison-là, c'est vrai que c'est beaucoup grosse majorité des gens qui viennent de loin et qui sont venus pour s'impliquer face à ce projet-là. Et donc des gens qui restent sur un laps de temps court et aussi des gens qui ont décidé de s'impliquer sur du long terme. Moi, je suis arrivé en 2010 ici, par exemple, pour venir donner un coup de main pour un chantier en pensant rester 10 jours. Je suis resté 1 mois et demi et depuis, je me suis impliqué dans l'association. Et là, ça fait bientôt 1 an et demi que j'habite le lieu. Donc nous, c'est vrai qu'on est beaucoup des gens qui viennent de loin, mais il y a aussi énormément de collectifs locaux. Qui en plus sont impliqués pour certains depuis le tout début, depuis 94-95 et qui sont toujours présents au jour d'aujourd'hui. Il y a un copain allemand du Wendland qui s'est installé chez des amis à une vingtaine de kilomètres avec sa roulotte et pendant plusieurs mois il a fait le tour en vélo ou en voiture des villages ici pour voir ce qu'il y avait à vendre, s'il y avait des champs à vendre, des maisons à vendre, des appartements à vendre. Et finalement, en plein milieu de Burg, cette maison elle était abandonnée et elle était à vendre. Et donc on a fait une collecte nationalement pour avoir des dons. Et on a pu acheter cette maison en se faisant passer pour d'autres gens, parce qu'il n'y a personne qui voulait vendre à des antinucléaires. Donc ça, on a acheté en novembre 2004, on a acheté ça à peu près 6 mois après avoir créé l'association. Et la maison était en très très mauvais état, il y avait toute la toiture à refaire. La maison fait à peu près 600 mètres carrés au sol, dont le corps principal, là, il fait 400 mètres carrés. La grande grange. Et c'était très très sombre, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait pas le chauffage et il y avait presque plus de toit, il fallait tout refaire. La maison étant inhabitable, les gens qui habitaient le lieu vivaient à l'extérieur, donc c'était des implantations de caravanes, des roulottes, des camions, beaucoup de gens de passage. Et c'est vrai que pour les locaux, au début ça leur a fait peur. Au jour d'aujourd'hui, on a des bonnes relations avec eux et ça permet aussi de pouvoir discuter un peu de cette problématique de l'enfouissement des déchets dans leur village parce qu'on s'aperçoit que si les gens ne s'opposent pas, c'est pas parce qu'ils sont pour le projet. Très peu de gens qui sont pour ce projet-là, souvent ceux qui sont pour, soit ils sont dans un conseil municipal, ils sont maires, soit ils ont un intérêt à ce que le projet se fasse, mais les gens sont relativement contre le projet, mais ils sont résignés, ils sont dans le fatalisme, qu'est-ce qu'on peut y faire, l'État a décidé que, donc l'État fera, de toute façon c'est trop tard, ou moi j'ai pas le temps de m'impliquer, je suis agriculteur, je passe 10 heures par jour au boulot du lundi au dimanche, j'ai pas le temps. Et du coup, en discutant, en allant chercher le lait, en passant une demi-heure à discuter avec le voisin, on s'aperçoit que lui, il est inquiet pour son avenir, il est inquiet pour son exploitation, parce que ils ont des terres qui se situent proches du périmètre qui intéresse l'Andra et que toutes les semaines, on a quelqu'un qui vient vous démarcher pour vous dire « Alors, vous êtes sûr que vous ne voulez pas vendre? Nous, on vous rachète à tel prix. Vous voyez, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher que le marché. En plus, on vous propose des terres à 20 km, 30 km qui vont être meilleures que les vôtres. Vous ferez une bonne plus-value et tout ça. » Pour un agriculteur qui a des terres familiales depuis le père du grand-père, voilà un peu la pression que l'Andra exerce sur les gens et de rencontrer des agriculteurs qui n'ont pas envie de céder, qui n'ont pas envie de lâcher leurs terres, ça fait chaud au cœur, mais je me dis que pour eux, ça doit pas être facile tous les jours. Et puis l'Andra a une force communicante et une force financière très très importante. C'est des millions d'euros de distribués pour acheter les consciences. Les communes touchent de l'argent, les communautés de communes touchent de l'argent, les habitants ont droit à des avantages pour rénover leur façade, pour ci, pour ça.
Bure se paye une salle des fêtes à presque 1 million d'euros. Gondrecourt-le-Château, chef-lieu de canton, en travaux depuis 2-3 ans pour remettre à neuf tout le centre-ville, le centre de village. En plus, ça passe par des mécanismes un peu spéciaux, parce que l'Andra n'a pas le droit de donner de l'argent comme ça, c'est interdit. Donc ils ont créé un groupement d'intérêt public, et ce groupement d'intérêt public, il a plusieurs financeurs, dont l'Andra, et ensuite, en gros, c'est un fonds de collecte dont le principe est, en gros, nous on vous apporte des défis nucléaires, donc c'est une contrainte, donc en contrepartie, on crée ce fonds de collecte pour aider à développer d'autres choses dans la Meuse. Bon, en soi, c'est déjà assez pervers, parce que pour l'instant, il n'y a pas de déchets nucléaires en Meuse. Donc ça veut dire que, en gros, on nous donne de l'argent pour une contrainte qui n'existe pas encore, quoi. Donc en gros, on nous achète. Accepter, quoi. Les routes sont refaites, les villages ont des lampadaires en fer forgé. Bon, il y a une maison sur 3 qui tombe à l'abandon parce que les gens ne veulent pas s'implanter, les jeunes cherchent à partir ou pour le travail ou autre. Mais c'est pas grave, on a des belles routes, des beaux lampadaires, et puis on a des villages qui sont quasiment, qui meurent petit à petit et qui vont pas, avec un tel projet qui s'implante, ça m'étonnerait que ces villages reprennent vie. Quand on envoyait des cartes postales, c'était ça. Hein? Ah oui, il y avait la ferme des grands-parents. J'en ai raté une avec un troupeau de moutons, moi. Seul où il y a un troupeau de moutons dessus. Et dans une rue, dans la rue du Bas, là-bas, dont je ne sais pas grand-chose. Là, il y avait un troupeau de moutons, le berger. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est la fromagerie, l'ancienne fromagerie de Jonchère, au-dessus. Là, c'était superbe. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça, c'est une scène de Fenaison. Bonnet est un petit village du sud-ouest meusien, 220 habitants. La principale activité est l'agriculture, avec encore une dizaine d'exploitations agricoles. Les exploitations ont tendance, je dirais, à se spécialiser. Où on est exploitation laitière avec un petit peu de céréales, où on est céréalier pur, où on est céréalier avec des vaches allaitantes. Alors qu'il y a une quarantaine, même une trentaine d'années, dans chaque exploitation agricole, où il y avait des vaches laitières ou des moutons comme chez moi, quoi. Mais les vaches allaitantes n'existaient pas sur les territoires il y a 30 ans ou 40 ans. Voilà. Les exploitations, oui, se spécialisent, mais ils ont tendance à s'agrandir aussi, mais je pense qu'on est une des rares communes de Meuse où il reste autant de sièges d'exploitation. Il y a des communes meusiennes qui n'ont plus de sièges d'exploitation. Toutes les terres sont exploitées par des agriculteurs qui viennent de l'extérieur du village. Ça vous donne un peu une image de l'évolution démographique de la Meuse et de l'activité de la Meuse. Il reste une boulangerie qui aujourd'hui rayonne sur peut-être une quinzaine de villages ou plus. Il reste un petit peu d'artisanat, un petit peu de TP, de travaux publics. Il n'y a même plus de bal au bal de la fête ici. Bon, cela devrait revenir si. Et là, en ce moment, on a du mal de maintenir le tissu associatif dynamique qu'on avait au niveau des animations du village, avec cette scission qui est dans le conseil municipal et au niveau du village, sur le sujet de Bure. Je vous fais d'abord le tour et après je passe au côté énergie renouvelable qu'on a fait parce que c'est un côté important, on a un peu tout. Alors donc ça voilà, ça c'est la grange où il y avait plus grand chose, il n'y avait plus vraiment de toit, toutes ces poutres là ça y était pas, c'est des choses qu'on a fait nous-mêmes. Entre 10 et 15 000 euros par an pour un chantier, c'est très peu quoi, pour une association. Mais il faut vous dire que la maison elle a 8 ans, ça fait 7 ans qu'on fait des travaux. Et qu'il y a beaucoup de choses, par exemple toutes les fenêtres en pierre, c'est des choses qui coûtent rien en fait. Ça prend du temps, mais la pierre on l'a gratuitement. L'argent, bah oui, ça reste
Ça reste une contrainte, mais finalement on prend l'habitude d'aller lentement, quoi. On sait que quand on commence quelque chose, et ben, ça peut mettre des années. La question elle n'est pas là, la question elle est d'arriver à trouver des gens qui sont prêts à venir de loin, pour venir ici dans un endroit perdu, pour faire vivre la maison, la faire connaître, etc., quoi. Ça c'est... Communication comme dans une ruche. Ouais, c'est ça. Mais c'est très étonnant au final, parce qu'il y a des centaines de personnes qui viennent à la maison dans l'année et qui passent du temps, quoi. C'est toute l'année, quoi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que si dans 10 ans, il y a des convois nucléaires qui arrivent, on puisse faire dormir 50 personnes, laver 50 personnes, donner à manger à 100 personnes, etc. On peut vraiment devenir une base logistique. Si on prend le stockage dans le sous-sol, à 500 mètres de profondeur, là on parle de dizaines de kilomètres de galeries, et avec des alvéoles qui vont être creusées perpendiculairement, sur des dizaines de mètres, il va y en avoir des milliers et des milliers. Enfin bref, les chiffres de l'ANDRA donnent grosso modo 300 km entre les galeries et les alvéoles, plus 15 km d'emprise, c'est-à-dire au moins 4 km de large sur 4 km de large en sous-sol. Donc on imagine un petit peu le truc énorme que ça peut être, et on va même encore plus loin, nous, en disant, c'est les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui. Mais on n'intègre pas dans ce stockage, pour l'instant, ne sont toujours pas intégrées certaines catégories de déchets. Concernant les emprises foncières qui vont être nécessaires à la construction de CIGEO, l'ANDRA a passé une convention avec les SAFER Meuse, enfin Lorraine et Champagne-Ardenne, et les SAFER sont chargés d'aller enquêter chez les agriculteurs de plus de 55 ans pour connaître le devenir de leurs exploitations. Les SAFER sont chargés d'établir des promesses de vente quand c'est le cas, et à chaque fois il y a rémunération de la SAFER par l'ANDRA. Aujourd'hui, les réserves foncières de l'ANDRA doivent dépasser les 1000 hectares. La pression foncière augmente du coup. Comme il y a une grosse concurrence, déjà il y a forcément une concurrence entre paysans pour avoir les terrains, ça toujours et partout, mais quand en plus il y a l'intrusion d'un gros agent comme l'ANDRA qui lui carrément il demande des dizaines ou des centaines d'hectares, bah forcément les plus petits ils vont dégager, quoi, parce que ce qui est simple c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, quoi. Le désir de l'ANDRA est quand même d'arriver à obtenir les surfaces qui l'intéressent sans aller jusqu'à l'expropriation, quoi. Jusqu'en date d'aujourd'hui, ils peuvent se vanter de n'avoir exproprié personne. Toutes les terres qu'ils ont acquises, ils les ont acquises à l'amiable. Et si on les écoute, ce sont des surfaces qu'on est même venu leur proposer. Ils ne sont pas allés les chercher. Voilà. Donc, au bas mot, on est parti sur 300 km de galeries et d'alvéoles. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est la partie sous-sol. Mais il y a aussi la partie supérieure, puisqu'on a parlé d'entreposage en surface pour recevoir les colis, les reconditionner et les enfouir. Et là, le stockage en surface, on parle quand même de 300 hectares. Donc là aussi, c'est quelque chose d'énorme. Avec les roches qui vont être excavées, donc qui vont être creusées de la terre, les fameuses 300 km. Donc ça va être des montagnes de roches qui vont être en surface. Enfin, on est parti pour un projet démentiel, monstrueux. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin quand on gratte un petit peu le projet.
On découvre qu'il y a aussi les transports, parce que ces milliers, ces centaines de milliers de colis, puisque ça s'appelle pudiquement des colis, de fûts qu'on a stockés à droite et à gauche en France, s'ils viennent à Bure, il va falloir des stocks de camions, mais plutôt des trains, de ces trains qu'on voit qui partent en Allemagne une fois dans l'année, les fameux castors. Et donc ça, on en aurait 2 dans la semaine qui viendraient à Bure. En novembre dernier encore, en Normandie, il y a 500 personnes qui s'étaient donné rendez-vous pour empêcher un convoi de déchets nucléaires de partir de La Hague pour aller en Allemagne. Le motif que ça entretenait une industrie qui était celle du retraitement, de l'utilisation du plutonium à partir de déchets nucléaires, etc. Et nous, c'est ça qu'on voulait éviter, quoi. On voulait de toute manière que les centrales allemandes se retrouvent surchargées sur leurs déchets et qu'elles puissent plus s'en débarrasser. On voulait que le centre de stockage de La Hague et l'usine de retraitement soient entravés dans leur projet économique, et c'est pour ça qu'on a bloqué ces convois de déchets nucléaires. Donc faut pas s'imaginer que c'est un truc de marginaux et d'originaux qui aiment prendre des risques. C'est pas du tout ça. Bien sûr, il y a toutes sortes de profils, donc on peut retrouver ce profil-là, mais il y a aussi simplement des gens et quand on leur propose de participer à ce genre d'action sous la forme d'un sitting ou d'un enchaînement au rail ou de quoi que ce soit, il y a des gens dont on n'aurait jamais imaginé qui vont manifester, qui viennent. Et donc on a aussi bien la personne politisée depuis des années qui est un peu rompue à ce genre de pratique qui vient, que d'autres qui louent un bus et qui viennent à 40 avec parfois avec des fringues toutes propres ou du maquillage sur les joues et puis qui se retrouvent assis sur le ballast. Donc au bout d'un certain moment, en fait, les bornes sont déjà tellement dépassées en termes d'hypocrisie que simplement si on se rend compte de ce qui se passe, le simple fait d'accepter ça, d'accepter ce qui se passe, c'est ça la radicalité. Et ensuite, pour moi, la normalité, c'est de ne pas accepter ce qui se passe, quoi. On découvre aussi, grâce à des chercheurs indépendants, que ces déchets dégagent certains gaz, de l'hydrogène par exemple, radioactifs, explosifs. Donc ça veut dire que quand ils vont arriver et en surface et en sous-sol, il va falloir des ventilations énormes pour faire partir la chaleur, faire partir la radioactivité, faire partir les gaz explosifs. Et tout ça, ça va aller où? Ça va évidemment forcément aller sur les riverains. Et quand on dit les riverains, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que là, on a des masses de gaz impressionnantes. Ces bus de ventilation sont énormes. Donc, je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête, on n'a pas encore appréhendé, on commence seulement à le découvrir, ou l'appréhender, que ce projet-là, c'est quelque chose autant d'énorme en sous-sol, mais qu'on va avoir aussi sous les yeux et sous les narines. Alors pourquoi j'ai voulu être maire? Ah, bonne question. Parce que j'avais peut-être une petite idée du développement de mon village, quoi, c'est tout. Voilà. Sinon, si j'avais pas eu d'idée, si je pensais avoir l'ouverture d'esprit pour être capable de le faire, donc je m'y suis lancé, quoi. Et à l'époque, le projet de Bure, il était déjà lancé. Le projet de Bure était déjà lancé. Oui. Donc vous saviez que vous alliez avoir ça comme oui, en 95, le projet était lancé. Mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il me coûte autant de temps et de problèmes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je ne le voyais pas comme ça, quoi. Hein. Je ne le voyais pas du tout comme ça, quoi, à cette époque-là. Sinon, peut-être que j'aurais pas pu styler maire, quoi. Je ne voyais pas comme ça. Mais bon.
Aujourd'hui, on fait la chasse aux opposants, quoi. Surtout quand c'est un village du dernier carré d'investigation par l'ANDRA, quoi. Voilà. Des choses qui ont beaucoup bouleversé les 2 dernières années et demie de mon mandat, quoi. Et qui bouleversent encore aujourd'hui. Mais bon, il faut faire avec. C'est un super soutien pour les collectifs. Il est actif, il est présent à la plupart des actions. Quand on avait fait le blocage de la sismique, donc c'était des camions vibrateurs qui sondaient le sous-sol. Ils font vibrer le sous-sol et puis après ils enregistrent les vibrations qui remontent. Donc ils cherchaient l'absence de faille. Autant dire qu'ils n'en ont pas trouvé du coup. Le fait que le maire d'une des communes de la Zira soit présent sur des blocages, symboliquement c'est important. Il prête aussi son terrain pour le festival depuis 3 ans. Il prête très souvent la salle des fêtes de Bonnet. C'est un des rares qui a eu le courage de s'afficher publiquement comme anti. Ça a des conséquences financières, sociales. Début novembre 2009, la Zira numéro 5 a été présentée aux élus au siège de l'ANDRA à Bure. Cette Zira 5 a été proposée au gouvernement comme étant le dernier carré le plus approprié pour poursuivre les recherches en vue de l'enfouissement. Donc, ayant prévu une réunion de conseil municipal une dizaine de jours après, je me suis permis de pomper les contours de la Zira au tableau et j'ai présenté la Zira à mon conseil municipal courant novembre. À ce moment-là, j'ai eu un avis unanime de mon conseil municipal contre l'enfouissement dans le sous-sol de la commune. On a tout ça, hein. Bon, là, on est dans... Oui, la Zira en elle-même, elle est au pied de la côte quand on tourne, quoi. Mais sinon, les camions vibrateurs, ils étaient à la fontaine Saint-Florentin, ou même plus près. Hein. Oui, oui. Bure, ils ont la partie là. Et Ribeaucourt, un petit peu là, quoi. Alors, on retrouve ici Saint-Jouard et Oudelincourt, mais pour un mouchoir de poche, quoi. Le surlendemain, en deuxième page de l'Est républicain, l'avis de la commune de Bonnet était commenté par un journaliste. La première personne à se manifester suite à cet avis a été monsieur le préfet, qui est venu le 4 janvier 2010 rencontrer les 4 maires de la Zira en mairie de Bonnet pour une visite informelle. Donc, visite informelle afin de recueillir le sentiment de chaque maire sur cette fameuse zone, cette fameuse Zira, quoi. Mes collègues, 2 de mes collègues pensaient pouvoir organiser des consultations populaires au niveau de leur commune, je dirais genre référendum local. Monsieur le secrétaire général de la préfecture qui était présent à recadrer les maires en leur annonçant, texte par texte interposé, que cette consultation serait illégale. Arrivé au maire de Bure dans la conversation, pour le maire de Bure, ça ne devrait pas beaucoup poser de problème au niveau de sa commune, la Zira, ça devrait aller. Bon, quand il est arrivé autour du maire de Bonnet, j'ai simplement dit à monsieur le préfet, monsieur le préfet, j'avais un avis unanime contre l'enfouissement dans mon conseil municipal en novembre. Là, je laisse passer les fêtes et je vais transformer l'avis du conseil municipal, faire transformer l'avis de mon conseil par une délibération. Donc, j'ai attendu presque la fin janvier, c'est-à-dire que ma convocation de conseil municipal a été faite pour le 20 janvier.
Et le 19 janvier au matin, en ouvrant l'Est républicain, j'ai eu la surprise de lire que 5 conseillers municipaux se désolidarisés du maire. C'est donc là le début d'une longue saga qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense qu'entre le 5 janvier et le 19 janvier, beaucoup de choses se sont passées dans mon dos, dont une invitation à mes opposants à aller se rendre à l'Andra. Donc, sans preuve formelle, je pense que certaines personnes ont été un petit peu approchées. Ça explique un petit peu tout ce qui s'est passé après cette prise de délibération, parce que cette délibération a quand même été prise le 20 janvier 2010 par 6 voix contre 3, avec un vote blanc et un vote nul. Le conseil municipal de la commune de Bonnet s'oppose à l'enfouissement des déchets HA et MAVL dans le sous-sol de la commune par principe de précaution. Principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution, s'il n'a pas été escamoté depuis. Voilà. Ah bah oui, Saint-Florentin, les deux patrons de la commune. C'est la folie. Ah bah faut que je te donne une légende, t'as pas de légende. On peut des fois t'inspirer. Bien le bonjour les amis. Oui. Salut Carole. Bonjour. Alors, Mais oui. Ça c'est le fameux feu qu'on a fait là quand on brûlait là. Bon, ça a été assez violent. Il est chouette cet album en tout cas. Bon, ça devait être dans les années 90 par là. Oui. Là on était peut-être qu'est-ce qu'on était peut-être 200-300. Ah, ça c'est aussi. Ça c'était à la gare. À la gare, À la gare de Bar-le-Duc. De Bar-le-Duc. Alors là aussi on a bloqué ce train-là. Hein, celui-là on l'a bien bloqué pendant beaucoup de temps. C'était longtemps. Et puis il y avait les gens, on a vite couru dans les wagons, puis donné les tracts aux gens pour leur dire pourquoi que le train était arrêté. Alors il y avait des vieilles parisiennes, qu'est-ce que vous faites ici, on n'a pas le temps à perdre, etc. Évidemment que ça a été assez violent, surtout que le commissaire, c'était une tête de con, il a essayé de nous bousculer, etc. Il a provoqué la réaction. D'ailleurs il a dû foutre le camp pour le gars parce qu'il perdait les culottes. Hein. Il y avait Besancenot qui était là. Il est au moins venu. C'est pas comme les autres, les minables. Si, il y a lui. Mais il était pour. Le Parti Socialiste? Oui. Ouais, c'est un minable celui-là. Mais oui, il était envoyé par. Non, vraiment, il a dit des conneries. Il a rien dit du tout, etc. Et tout, d'ailleurs. Il est allé à l'Andra, lui. Oui, absolument. Il faut bien qu'on les mette quelque part, il faut bien ici, etc. et tout, avec toutes les sécurités qu'on aura, qu'on nous promet, enfin, le catéchisme habituel, quoi. On n'apprend rien de neuf. La mort vous accompagne. Elle est près de vous. C'est un Bure, ça. Ça, c'est devant un Bure, oui.
Donc nous là on est plus, depuis 2 ans, dans une phase de recommunication, de réinformation, parce que pour certaines personnes, Bure c'est fait, Bure il y a déjà des déchets, Bure c'est trop tard, alors que pour nous c'est totalement l'inverse. Bure il y a bien un laboratoire, ça on est d'accord. Le laboratoire il est là, il est présent, il est opérationnel, mais aujourd'hui voilà, on est dans cette phase de, comme ils appellent ça, de conception industrielle du projet. Et donc pour nous, Bure c'est pas fait. Pour l'instant, ça reste qu'un projet papier, l'aval du gouvernement n'est pas encore donné pour le projet d'enfouissement en soi, les travaux ne sont pas commencés, les déchets ne sont pas là. Et donc pour nous, tout est encore possible. Plaisir de voir que la jeunesse, n'est-ce pas, prend la succession. Parce que souvent on se disait, on n'est que des vieux, on est des vieilles burnes, on manque d'imagination. Hein? Et de voir comment cette maison, dans quel état elle était au départ, hein, c'était vraiment une ruine. Hein. Incroyable pour aller voir ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ils sont complètement dingues de se mettre là-dedans. Hein. T'as vu, t'as pas vu, Justine, non? J'ai vu les photos de 2004. Et notre grand désir, c'est que les jeunes... Qui donnent une année et plus, hein. C'est quand même bien. Bravo. Ben, c'est vrai, quoi. Ça fait plaisir. Monsieur Almerche qui est au labo. Oui. C'est la mairie de Cerfontaine. C'est les maires de Cerfontaine. Voilà. On avait donc la première festival qu'on a fait, on occupait un champ tout près de Cerfontaine. Eh bien, les flics venaient de demi-heure en demi-heure surveiller, parce que Almerche avait dit, il faut regarder bien s'il marche sur mon terrain.
le projet de l'Andra est accompagné d'un accompagnement économique, faut le dire comme ça. Des dotations qui sont équivalentes pour l'instant au département de la Meuse et au département de la Haute-Marne. Ces dotations financières sont gérées par 2 GIP, des groupements d'intérêt public. L'enveloppe au départ était de 10 millions d'euros par département et aujourd'hui nous en sommes à 30 millions d'euros par département et par an. Cet argent vient des producteurs de déchets. Ce sont donc EDF, Areva et le CEA qui financent ces 30 millions d'euros. Ces 30 millions d'euros sont destinés pour une part directement aux communes. Les communes qui se trouvent dans un rayon de 10 km, chose qui a été étendue aux communes, à l'ensemble des communes des 2 communautés de communes du Val d'Ornois et de la Haute-Sault pour 2012. Donc, chaque commune de ces communautés de communes ont perçu en 2012 une dotation équivalente à 480 € de l'habitant. Voilà. Concernant le débat public qui va avoir lieu, les conseils municipaux n'ont pas à se prononcer pour ce débat public. Concernant l'enquête publique, il est fort probable que les maires du périmètre, enfin ou les mairies concernées ou les mairies des 10 km ne seront pas consultés directement. La consultation risque de se faire au niveau des Codecom et voire même au niveau des départements, au vu de ce qui s'est passé en 1994 pour l'implantation du laboratoire. Messieurs Biraud et Bataille vantaient la façon dont ça s'est passé en Meuse-Haute-Marne. On consulte les conseils généraux et ça se passe très bien. Il ne faut plus consulter à l'échelon des maires. L'échelon intercommunal limite. Ah oui, le blé, ça y est, c'est passé. Tu t'es vu? Ouais, mais il le cache. Derrière. Là. Ah, il a Zoé, là. Avec toi, là. Non? Ouais. C'est vrai qu'il discute avec toi. Il m'a demandé combien de temps on mettait pour laver une vache. Quand est-ce qu'on était arrivé? Il y a un paysan qui disait à la télé hier, le Hollande, il a vu, il est passé à côté de ma vache, il n'a même pas regardé. Je vais te dire toutes les vaches. Pour être actif dans la vie de la société, localement, c'est faire de la politique, quoi. C'est de la politique au bon sens du terme, quoi. C'est vivre ensemble sur un endroit donné. Après, sur la politique, tu vois la télé ou tu entends la radio. Moi, j'ai pas de carte nulle part. Tous des ringards déconnectés de la réalité des choses, obstinés par la richesse économique. Et finalement, on peu de prise sur la vie sociale, quoi, sur les liens entre les gens, sur le bien vivre ensemble. Au contraire, ils font plutôt du mal que du bien, je pense. Donc la politique, moi, je considère que j'en fais. Depuis 2005, avec l'association Lorraine Énergie Renouvelable, où je bosse, on a essayé justement de redonner une image positive à ce territoire plutôt en déclin, quoi, en montrant que les énergies renouvelables sont une réalité, qu'on peut les utiliser à la campagne. Donc avec des exemples éoliens, avec des exemples production de biogaz à la ferme, solaire, bois énergie, hydraulique avec la scierie de Machet. Voilà, on a
plein de choses sur le secteur et je pense qu'on a réussi grâce à ce qui avait été engagé avant justement sur la réflexion sur le système énergétique. Enfin, il y a plein d'alternatives qui sont mises en lumière ici, dans ce secteur. Il y a même des écoles qui viennent en bus pour visiter les différents sites, voir que tout c'est possible de se passer du nucléaire et tout ça. Et par ailleurs, il suffit qu'il y ait une commune avec un maire un petit peu, on va dire, faible, qui se laisse un petit peu influencer par du champagne, des repas au restaurant et par du tape à l'œil. Il suffit qu'il y ait un personnage comme ça qui pourrait ruiner toute la région, quoi. Tous les efforts que nous on fait en tant que citoyens. Je pense que c'est une des clés de la réussite, d'avoir tous les milieux, tous les âges, qui viennent dire non, on n'en veut pas, même si tout le monde n'était pas là, sur, on va dire, allez, peut-être 7000 habitants qui habitent dans les 15 km autour d'Avricourt. Il y a peut-être 200 ou 300 à s'être mobilisés, mais c'était vraiment représentatif, quoi. Quand tu as des mamies, le docteur, machin, des familles qui sont là, le message il passe vachement mieux, quoi. Maintenant, on a élargi, on va sauver les irradiés et les éleveurs d'animaux. Les éléphants et les lions féroces, on va les sauver tous, tout le monde. Alors Pio Pépère est là, en chair et en os aujourd'hui. C'est un truc qui est spécialement choquant à Avricourt dans le fait que la commune se soit portée candidate pour accueillir un site de stockage de déchets FAVL. C'est qu'à moins d'1 kilomètre de la mairie, en fait, il y a un jeune antinucléaire qui s'appelait Sébastien qui est décédé en essayant de bloquer un convoi de déchets nucléaires avec un groupe d'amis à lui. Et qu'en fait, à peine 4 ans après, comme si ça n'avait aucun poids, la mairie s'est portée candidate pour accueillir des déchets radioactifs sur son sol, quoi. On se rend difficilement compte qu'en fait, un endroit comme Bure, finalement, et l'enfouissement des déchets radioactifs, ça puisse scandaliser les personnes et les scandaliser au point qu'elles sont prêtes à mettre leur sécurité physique, leur vie sociale et leur liberté en balance. Ça veut dire qu'on sait qu'on peut prendre des amendes, on sait qu'on peut se faire casser la figure par un vigile ou par des policiers, on sait qu'on peut se retrouver devant un juge et faire de la détention préventive ou de la garde à vue. On sait que nos voisins peuvent arrêter de nous parler parce qu'ils ont vu notre tête dans le journal et que ça leur a pas plu. Tout ça on sait. Bien entendu, on n'imagine pas qu'on puisse mourir happé par un train. Quand à 23 ans on descend sur les rails après avoir passé une nuit à la Belle Étoile au mois de novembre, gelé dans un talus pour empêcher un convoi de déchets nucléaires d'aller en Allemagne, c'est qu'on y a bien réfléchi, quoi. Personne ne cherche à jouer les héros ou à jouer les martyrs. C'est quelque chose autour de moi que je connais pas, quoi, comme mentalité. Par contre, ce qu'on cherche, c'est à agir collectivement et à peser sur le destin de notre région, de notre pays, de la planète, à peser dans un sens moral. Parce que la politique, à mon avis, c'est la recherche de l'efficacité. Et l'efficacité, ça peut consister à passer au bulldozer
sur les habitations des gens pour qu'ils libèrent un terrain et que sur ce terrain on implante autre chose. Ça c'est l'efficacité. L'efficacité ça consiste à envoyer les chars pour dégager une place à Pékin. Et en fait ce sens moral ne permet pas de s'accommoder de l'efficacité à tout bout de champ. Parce que par sens moral, des fois on va se refuser à certaines choses alors qu'elles seraient plus efficaces. Et à mon avis, c'est la grande force et la grande faiblesse de l'engagement militant où c'est qu'en fait, en voulant agir parce que moralement quelque chose nous paraît scandaleux, on reste cantonné en fait à une posture en fait, une posture chevaleresque. Et alors que l'État, lui, ne s'embarrasse absolument pas de moralité, quoi. Il a un but et quand il a décidé qu'un grand projet se ferait, de toute manière, c'est absolument impensable qu'il ne se réalise pas. Pendant la guerre, il y a des prêtres qui sont retrouvés, bien sûr prisonniers, qui sont retrouvés dans des camps de travail, etc. Et tout ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur un monde justement qui croyait, puis qu'en fait, ils ont commencé à comprendre que maintenant, ça suffit d'être dans nos églises, il faut aller rejoindre la réalité humaine, il faut aller la réalité telle qu'elle est, les gens comme ils sont. Je me suis retrouvé en Creuse. Et là, en Creuse, c'était encore merveilleux parce que là, c'était vraiment, on vivait en roulotte. Dans des petits camions Renault, on pétait de froid. Le matin, quand on se levait, il y avait ça de glace dedans. Il y avait les fourneaux, c'est des petits fourneaux à bois, mais on dormait sur la paille. On dormait, c'était là-dedans. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on travaillait comme ouvrier. On se mettait à travailler la journée auprès des personnes, des veuves par exemple, des petites gens qui avaient beaucoup de peine, etc., pour s'occuper des bêtes, etc., pour éventuellement labourer. Moi j'ai labouré avec des bœufs, c'était passionnant, vraiment merveilleux. Et puis une chose qu'on faisait aussi, c'est qu'on visitait les gens, on discutait avec eux, on parlait, puis quand on repérait une maison assez grande, on demandait si on pouvait se retrouver pour discuter, pour causer, pour savoir l'avenir du pays. Alors c'était intéressant comme tout, parce que les Creusois, qui restent au terrain, ils ne voulaient pas se faire avoir par les migrants qui arrivaient et qui foutaient toute la merde. Oui, les migrants, ils arrivaient avec des méthodes de culture qui étaient complètement à l'opposé des Creusois. Ils disaient toujours c'est dommage, ces bêtes ne sont pas bien soignées, c'est dommage, ces bouchures ne sont pas, etc. C'était toujours dans le sens d'un regret. Donc il y avait cette espèce d'humanité importante que j'ai eu la joie de découvrir. Et puis on discutait bien sûr avec les copains là-dessus pour comprendre que nous, avec tous nos grands principes, on arrivait avec notre cavalerie, n'est-ce pas? Et puis ça passait au-dessus des têtes. Et le curé du coin, bien sûr, c'était... Alors on lui disait, on a visité telle personne, on a rencontré, etc. et tout. Le curé disait, ça les ramènera pas à la messe. C'est terrible. Mais c'est tout un monde merveilleux, c'est pour ça qu'on a commencé à chauffer, quoi. Être chrétien, c'est d'abord être profondément humain. Et on ne peut pas être chrétien si on ne participe pas au combat humain, au combat des hommes. Des hommes qui essayent de faire une société qui soit plus juste, plus respectueuse. Un territoire, à mon avis, il n'a jamais intrinsèquement un potentiel ou pas. C'est simplement, il y a des gens qui vivent dessus et c'est est-ce qu'eux, ils ont du potentiel ou pas. À mon avis, on arrive à faire quelque chose partout où on est. Simplement, est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui est beau, quoi, qui est varié, qui est différent de ce qu'il y a à côté. Enfin, est-ce qu'il y a une identité propre qui peut se créer ici? Est-ce qu'il y a des alternatives à ce qui se fait qui peuvent se créer ici? Moi, je pense que ouais. Et cet avenir, on n'a pas à le mettre entre les mains d'EDF ou d'Areva ou du CEA
ou de Suez. Ça, c'est leur avenir à eux, c'est des projections économiques. Les nôtres, c'est notre vie, quoi. Le projet de Bure et le projet des déchets nucléaires, c'est pas quelque chose qui se réduit à ça. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement lourd, avec des enjeux énormes. C'est surtout ça, avec des enjeux capitaux. Donc il est bien qu'il y ait plein de visions un petit peu humaines qui se partagent un peu ce travail. Mais il faut aussi s'intéresser à d'autres sphères, la sphère politique et la sphère des organismes qui pilotent, qui surveillent, qui pilotent, etc., etc. Moi, c'était pas mon domaine personnel. Moi, comme je l'ai dit, j'étais sur la ruralité, je m'intéressais à mon terroir, j'avais encore de la terre sous les chaussures bien comme il faut. Le monde politique, c'est autre chose pour moi, c'est un autre monde, Mais je pense que c'est aussi la démarche de citoyen de se dire à un moment, on est bien obligé d'en passer par là. Non, ces gens-là ne sont pas intouchables. Non, ils sont pas le Parlement, ça appartient à tout le monde. Et la démocratie, c'est le peuple. Donc le peuple a beaucoup trop tendance à déléguer et à dire c'est tous des salauds, c'est tous des pourris, c'est tous des solides, donc j'y touche pas. Et à la limite, je ne vais plus voter, je vais plus ceci, cela. C'est une position qui est défendable si on veut. Moi, je pense que dans nos domaines, il faut au contraire peut-être se forcer et de se dire non, ces gens-là, il faut les contacter, il faut les rencontrer. Il faut les informer. Et si vraiment ils sont informés et qu'ils prennent des décisions contraires à ce qui est honnête, eh ben il faut leur dire. Et il faut les mettre en lumière. Il faut dire à tout le monde, regardez, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un élu comme ça? Si la réponse est non, eh ben on le prend par la peau des fesses et on le met à l'extérieur. On peut même prendre des exemples, et j'en prends un sciemment. C'est notre président de la République à l'heure actuelle, qui était député en 1991, qui vote la loi Bataille, donc pour l'enfouissement. En l'an 2000, il est concerné dans sa région par l'enfouissement pour un deuxième laboratoire, c'est en Corrèze et dans le Limousin, début 2000. Il se positionne contre l'enfouissement, chez lui, là-bas, c'est clair, c'est net. Et puis en 2012, quand il y a eu les élections présidentielles, nous le rencontrons en public, ici, entre les deux tours des élections, et là, il est très gêné, parce que c'est les élections, mais il fait quand même plus ou moins comprendre qu'il est quand même pour l'enfouissement. Donc en 1991, il est pour, en 2000, il est contre, et en 2012, il est pour. Là aussi, au niveau législatif, au niveau démocratie, je pense que le citoyen, ça doit quand même l'interpeller quelque part. Donc moi, j'appelle ça des politicards. Alors moi, qui s'appelle Hollande, qui soit de droite, qui soit de gauche, je dirais, le citoyen, à la limite, il s'en fiche de tout ça. Ce qu'il voit, c'est comment on est gouverné. Et avec un G majuscule, droite-gauche, on s'en fout. Comment on est gouverné? Le système démocratique, ben voilà. Voilà les lois, comment elles sont pondues par des gens comme ça. Allez, c'est ça. Alors on l'accepte ou on l'accepte pas. Bon, je pense que dans les associatifs, il n'y a pas beaucoup qui acceptent, même chez les élus. Le fait de préserver son environnement, c'est une assurance vie, quoi. C'est continuer à boire de l'eau qui est potable, c'est pouvoir se regarder dans la glace en sachant que les ressources immédiates du territoire, on n'en est pas simplement, on les prélève, mais on n'est pas un prédateur, quoi. C'est faire en sorte qu'il y ait des forêts, c'est faire en sorte qu'on puisse se chauffer. Faire en sorte qu'il y ait des forêts, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir dedans des animaux, et des oiseaux, et des insectes, et des mammifères. Et en gros, c'est faire en sorte que notre imaginaire il continue à travailler, et que quand les gamins ils voient un Bambi dans un livre, ce soit pas simplement un animal imaginaire comme le rhinocéros qui va disparaître, mais que ce soit quelque chose qui non seulement est stylisé dans un bouquin, mais qui existe en vrai. Enfin, c'est protéger tout ça, c'est protéger aussi bien ce monde et ses représentations imaginaires que ce monde existant et ce qu'il nous apporte en termes de confort de vie, de beauté de paysage, de facilité, de tranquillité. Enfin, tout ça, ça incite à réfléchir sur la valeur de ce qu'on a à côté de chez soi, quoi. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup.
Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, Chic.